Listo. Listo. Bueno, esta semana el tema también es fácil. Bueno, si te das cuenta, ya no se refiere tanto a aprender cosas muy puntuales, como, como antaño, ¿no? Que el pasado, que el imperfecto, que esto, que el otro, sino más que otra cosa la práctica de habilidades y sobre todo es práctica de habilidades en cuanto refiere a la expresión. Porque ya para el nivel B1, B2 y así sucesivamente, cierto que la gramática, las estructuras de la lengua son importantes, puesto que se evalúan siempre. Pero entre los aspectos clave está el hecho de que tú puedas hablar de modo correcto, ya no solo que utilices los tiempos correctos o las estructuras correctas, sino que sepas cómo expresarte. En esta semana, el tema es reconocer la estructura del discurso explicativo y del discurso descriptivo. Entonces, vamos a hacerlo simple. El discurso descriptivo es casi inexistente. O sea, vaya, muy pocas veces encontrarás un discurso descriptivo. Es algo que ya no se usa tan a menudo. El discurso descriptivo tiene como cualidad el hecho de ser neutro. ¿A qué me refiero con neutro? Es algo muy vacío, de hecho carente de sustancia como tal, puesto que solo describe. Por ejemplo, si nos refiriésemos a esto, no doy ninguna consideración personal, solamente digo, es un vaso de acero inoxidable, si conociese las dimensiones te las diría, de 20 centímetros de altura, con una circunferencia inferior de al menos 7 centímetros, una circunferencia, eh, bueno, perdón, es que interior sería, obviamente interior, perdón. La primera circunferencia entonces como 7 centímetros, la superior de más o menos 8 centímetros, con una capacidad de 750 mililitros, bla. Solamente se refiere a las características de este objeto. Entonces, el discurso descriptivo ni siquiera puede considerarse en la mayoría de las ocasiones como un discurso, sino más bien la sola descripción de cosas, eventos, pero desde un carácter neutro, sin ningún punto de vista añadido, siendo completamente objetivo. Su función dentro de la narración, pues, es literalmente tratar de ayudarte a tener una concepción de lo que un personaje es. No traje mi Kindle, pero eh, pasa en algunos puntos de cualquier narrativa, donde te dicen, y entonces frente a él estaba el tigre, ¿no? Y dices, ok, hay un tigre, pues, y empieza, tigre, mm, de alrededor de unos 80 kilos, con más manchas negras que anaranjadas, con dos largos colmillos afilados, bla. Solamente es la descripción. Entonces sí existe como tal, pero no como narrativa, nada más como una parte dentro de la narrativa necesaria para poder tener una imagen bien precisa del personaje, insisto, objeto o cosa. En la función poética, pues tal vez las metáforas, pero sigue siendo un análisis, sigue siendo una descripción. Metáfora necesaria para que puedas entender la amplitud y de hecho de acuerdo al contexto de lo que sucede, pero si no, no es muy útil. Sin embargo, el discurso explicativo es de lo más común. Entonces, no nos vamos a enfocar para nada en el discurso descriptivo, puesto que solamente es una descripción y, insisto, no es propiamente un discurso, sino dentro de la narración o de la narrativa, esa parte en la que necesitamos los descriptores para poder formular una imagen más clara acerca de ese tema u objeto. De ahí vamos al discurso explicativo o informativo. Es el común. Casi todo lo que hacemos
es utilizar el discurso informativo. Porque damos todos los hechos, las bases acerca de algo que sucede. Esto tiene como finalidad hacer que la gente tenga una mayor instrucción. Con esto me refiero a que, por ejemplo, ahorita vamos a ver un videíto de TV5 Mundo. Dura un poquito. Dura 40 y ¿qué? Déjame ver. 42 minutos. Te voy a pasar el enlace porque me di cuenta en la grabación anterior que está protegida la página de TV5. Entonces, si tú pretendes transmitirla, aparece una pantalla en negro. Entonces, te voy a pasar el enlace para que lo veas al mismo tiempo. Es mande. ¿Me ibas a decir algo? No, que sí, checo eso, lo del link. Ok. Es acerca del Festival de Cannes. Por cierto, hablando del Festival de Cannes, es que iba a ser la precisión de que está en francés, pero en francés de Quebec. ¿Qué ha habido con César? No nos ha dicho nada. Nada. Bueno, le han mandado a ustedes mensaje o algo para saber. Sí, Sí. yo le mandé mensaje hace como una semana, como 2 semanas. Le Ok. dije que le he preguntado información, le he dicho que si tiene más información, le he dicho que si ya está el recurso, ya me explicó bien lo de que no ha tenido, que no ha recibido las instrucciones del procedimiento, Ujú, de los procedimiento sanitario, y si ujú. no tiene eso, no puede pedir el recurso a Puebla. Oh, ya. Bueno, ojalá, de verdad espero que sí, que sea posible. De todos modos, si no es posible ahorita, normalmente podría ser en el futuro. Pero bueno, esperemos que todo se haga en tiempo y forma. Sí, de Y hecho, a eso iba. en Mande. estos días. Ujú. Le voy a preguntar otra vez en estos días porque no nos ha dicho Sí, nada. mándale un correíto, ¿sabes? Es un poquito más formal y nos obliga más todavía que un mensaje. Ok, sí. Iba para eso porque pequeño reportaje, te darás cuenta que la mayor parte del tiempo se trata de un discurso informativo. ¿Qué pretende este discurso explicativo o informativo? Pues vaya, informar, que tú al final tengas más conocimiento acerca de algo. En este caso será acerca del Festival de Cannes. Y el Festival de Cannes, visto desde la perspectiva de los canadienses. Normalmente habla uno del Festival de Cannes la mayor parte del tiempo de aspecto cultural, es sobre todo con lo que respecta al cinema francófono, pero de Francia, no la partecita de Canadá. Vas a escuchar francés de Canadá. No está mal, la verdad es que se oye bastante claro, pero te vas a empezar a adecuar con otro tipo de francés. El punto de esto, y va a estar resumido dentro de la tarea de esta semana, es que después de ver el documental, de ver este discurso explicativo, tú puedas a mí transmitirme la información acerca del Festival de Cannes, con esta aproximación que sobre todo refiere a cómo ha evolucionado o ¿cómo decirlo? ¿Cómo llamarlo? Perdona. Am, la participación del cinema canadiense en el Festival de Cannes, más particularmente. Te voy a mandar el enlace por mensaje. Aquí está. Y bueno, ya lo puse en el chat. Ese es el enlace para el documental de Cannes. En cuanto termines de verlo, me mandas un mensaje o me hablas y cualquier duda que tengas la resolvemos porque entonces vas a tener que
tú transmitirme la información de este discurso explicativo, que es casi todo a lo que se refiere entonces en el video, vas a tener que transmitírmelo de modo oral y hacer un pequeño resumen escrito, pero ese ya como parte de la tarea. ¿Alguna duda? Sí, profe. Ah, no, creo que no. Okey. Pues entonces, a darle. No, creo que no. Sí, Va. sí, Échale, entonces si me avisas, ¿va? sí. Okidoki. Mesuré, l'Eldorado du glamour. Mais Cannes, c'est avant tout le festival de cinéma international le plus couru et le plus médiatisé de la planète. Un festival plus que sélectif où tous les cinéastes rêvent d'y présenter un film. J'en rêvais, je voulais y aller, mais je disais, vous comprenez pas, il faut absolument que j'y aille, sinon je vais mourir, je veux qu'on aille là, c'est la célébration des films. Le cinéma, c'est ma passion à vie. Donc, Festival de Cannes, c'est comme aller aux Olympiques pour un athlète. Je suis Catherine Beauchamp et je me suis rendue sur place afin de comprendre pourquoi notre cinéma rayonne autant au plus prestigieux festival au monde. Cannes, d'abord, c'est la rencontre de cinéma du monde entier, un peu partout. C'est également la rencontre avec des gens qui ont de talent. C'est des nouvelles découvertes de différents pays. Donc, moi, comme producteur, c'est un plaisir de venir à Cannes à chaque année pour découvrir du nouveau cinéma, du cinéma de pays où tu n'aurais pas l'occasion de voir ces films-là dans nos salles. Donc, c'est vraiment une belle fête du cinéma. On arrive ici dans un festival de films d'auteur, disons-le. On découvre ça a eu une grande influence sur ma façon d'écrire. Quand on a eu une lecture avec les comédiens, la première année de District 31, j'avais dit à tout le monde, j'avais amené des copies de film. Regardez ce film-là, c'est exactement ça qu'on fait. Fait qu'il y a un petit peu de Festival de Cannes dans District 31. Oui, ça, mais non, mais ça, c'est sûr. Le cinéma, c'est d'abord avant tout des émotions. Puis bon, quand le cinéma réussit à te donner ça, tant mieux. C'est Godard qui disait si une image vaut 1000 mots, il y a 24 images dans une seconde. C'est 24 000 mots. Imaginez-vous dans un film, on peut en dire déjà avec des images. Je dirais que Cannes a réussi un miracle. C'est que dans un lieu assez limité au niveau, j'allais dire, de la surface, vous croisez le cinéma d'auteur le plus pointu du monde et le cinéma le plus putassier. Vous avez tous les genres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un festival, vous avez du glamour, vous avez des gens qui font des choses extrêmement ardues, du cinéma d'auteur très radical. Vous avez la VR, vous avez le marché. On vend, on discute, les financiers sont là, les institutions sont là. C'est un grand maelstrom, vous avez tout. Le festival a su depuis des années accompagner tous les changements que le cinéma a connu, et il y en a eu certains, et en même temps reste fidèle à une certaine typologie de cinéma, et avec toujours cet élément, j'allais dire, même pas cette ligne blanche, cette ligne rouge que sont les marches que vous fréquentez souvent. Je pense que ça tient beaucoup à l'histoire de ce festival-là. Ça fait plus de 70 ans, les grands cinéastes qui sont passés, l'historique aussi, les contestations de 68, la nouvelle vague, Fellini. Et je pense que ça continuer à conserver cette espèce d'aura en choisissant année après année les cinéastes qui sont le plus dans les mouvances du moment dans le cinéma mondial. Avec ce qui se passe avec Netflix en ce moment, c'est un peu un tournant pour le festival. Est-ce que on va perdre Hollywood? Est-ce qu'on va perdre des grands joueurs? Roma qui était à Venise l'an dernier. Dans quelle mesure Cannes peut rester le plus prestigieux des festivals? C'est un peu ça le défi. C'est le premier festival du monde quand même, hein?
qui a été créé juste après-guerre. C'est la plateforme du cinéma mondial. Et puis qu'il y a les Américains qui sont là, mais il y a les Russes, il y a tous les pays, les Indiens. C'est vraiment le festival international qui est un peu menacé par Toronto, il faut bien le dire. Et donc, mais en fin de compte, il y a souvent des hauts et des bas, mais il est là, il est bien présent et bien actif quand même. Il y a eu une période dans les années 70 où le Québec était constamment invité à Cannes, pas seulement en sélection officielle, mais aussi à la quinzaine des réalisateurs, à la semaine de la critique. Jean-Pierre Lefebvre, Gilles Carle a été en compétition 3 fois, Arcan était là. C'est une période vraiment faste pour le cinéma québécois. Monique Mercure qui a gagné un prix d'interprétation. Je suis maintenant une palme d'or. Le Québec a toujours eu une place importante au Festival de Cannes dans les différentes sections. Presque tous les films de Jean-Pierre Lefebvre étaient à la quinzaine des réalisateurs. Ensuite, il y a eu une ouverture vers la compétition avec Gilles Carle, avec Jean Baudin, avec Michel Brault. Il y a eu véritablement une ouverture vers la compétition. Plus tard, à la quinzaine, il y a eu la mise au monde de Jean-Claude Lauzon avec Un jour la nuit. Dans la merveilleuse salle qui était sur la Croisette, qui était l'ancien Grand Palais, où tous les grands cinéastes de Fellini, Antonioni et autres avaient monté les marches en ouverture du festival. Et c'était une ovation incroyable, à un point tel que lorsque Jean-Claude est sorti, il y avait 200 personnes qui étaient restées dans l'escalier et qui lui posaient des questions. Et Jean-Claude a véritablement, je dirais, à ce moment-là, pris conscience de son pouvoir, de sa place dans le cinéma. Et je dois dire, moi qui le connais très bien, qu'il était absolument différent le lendemain matin. Il remit une page blanche et insista qu'il avait dessiné un lapin blanc dans la mer. Gilles Renaud arrive sur le palier intermédiaire avec son réalisateur Jean-Claude Lauzon. Lauzon, c'était Léolo. Oui. C'est Jean-Claude Lauzon. Hein. Exact. Mais la chose la plus importante pour le cinéma québécois à Cannes, c'est quand même le film de Denis Arcand, Les Invasions barbares. Moi, j'étais là le soir où il a été représenté. C'était énorme. C'était un quart d'heure, les gens debout. Et ça a été énorme. Moi, je me pense que c'est une des plus belles stand-in ovation que j'ai vues. Son cœur s'est arrêté de battre pendant que sa maîtresse lui prodiguait avec fermeté le pompier de tous les pompiers. C'est drôle parce qu'on s'attendait à absolument rien. Nous, notre film passait le mercredi matin et les gens, la critique, Dogville, je pense, avait été présenté le mardi et tout le monde disait c'est la Palme d'Or, les prix vont être à Nicole Kidman, tout va aller à ce film-là. Donc on s'est dit, ben là, correct, on va aller présenter le film, puis on n'a plus de pression. Alors, le soir, on a monté les marches, c'est assez impressionnant. On dirait, on a peur de s'enfarger, on a peur de piler sur la robe de quelqu'un d'autre et de tomber. Après la projection, il y a eu des applaudissements et ça a duré sincèrement à peu près 15 minutes. Même à un moment donné, on était gênés, puis Denis Arcand essayait de sortir et Thierry Frémaux, qui était là, le remenait à sa place pour vraiment accepter ces applaudissements qui étaient vraiment impressionnants. Nous, les réalisateurs, on n'est pas habitués à ça. Les comédiens, eux, ils se nourrissent de ça. Ils mainline, comme on dit, aux applaudissements. Donc, eux, ils en ont jamais assez d'amour. Et ça a duré vraiment très longtemps, presque 10 minutes. Au bout d'un certain temps, je ne savais plus trop où me mettre ni quoi faire. Mais bon, ça vaut mieux ça que sortir sous les huées. Je suis tout retourné, vraiment. C'est un film extraordinaire. On voit ça une fois tous les 10 ans au Festival de Cannes. Je suis ravie. C'est incroyable. Pour moi, c'est le Palme d'Or. Voilà. Moi, je viens à Cannes depuis 19 ans. Et donc, j'ai connu la fin de la comète Arcand. Lui a eu, donc, Jésus de Montréal, le déclin. Ça a été des années où il était assez fort à Cannes. Et en France, et où lui a connu des succès populaires. Et quand on parlait de cinéma québécois, c'est le nom d'Arcand qui est revenu en premier. Et aujourd'hui, ben, c'est Dolan qui a un peu pris la place. Moi, je me souviens d'être allé dans des vidéoclubs encore qui existaient en France. Puis dans la section Québec, c'était Denis Côté,
Xavier Dolan et Denis Arcand. Là, aujourd'hui, Xavier est dans une situation où il est maintenant une référence, il est connu, il fait des couvertures de magazines, on va le mettre en star de talk show. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de savoir lequel ou laquelle va sortir de tout cet univers créatif québécois pour prendre le témoin. Un cinéma dans un territoire aussi compétitif que l'univers de la salle en France. Il y a quand même 600 films qui sortent par an en France. Hein. Ouais. Donc vous avez besoin d'avoir évidemment un bon film, mais d'avoir aussi une forte personnalité qui vous accompagne pour que vous sortiez, que vous fassiez repérer. Qui a réussi Denis Arcand, ce qu'avait réussi Gilles Carle, ce qu'avait réussi Lauzon, c'est réussi Dolan. Maintenant, il faut que un ou une prochaine réussisse le même exercice. Parce que sinon, la place que vous occupez, aujourd'hui, tout va très vite. Vous avez beau avoir une fenêtre d'opportunité qui est très importante. Si vous ne la suivez pas, quelqu'un prendra votre place. Quand Le Déclin de l'Empire américain est sorti en France, j'ai fait la tournée des cinémas. Puis je parlais aux gens qui sortaient, J'ai dit, vous avez aimé le film? Oui, c'est formidable. Puis j'ai dit, vous avez tout compris? Pas tout, mais c'est pas grave. L'accent est si merveilleux. Alors, tu vois, je pense que nous, on écoute des films, je veux dire, La Haine ou Les Misérables, je veux dire, c'est tourné dans la banlieue française avec de l'argot, mais s'il y a 10% du film qu'on ne comprend pas, c'est pas grave. Et c'est la même chose pour le cinéma québécois. La Grande Séduction, par exemple, qui a eu un très grand succès en France, le film est sorti sans sous-titres. Bien, moi, je pense que Xavier Dolan, au-delà de ce qu'on peut penser au Québec, a contribué au rayonnement de la langue québécoise en France. Quand on pense qu'il y a 1 million de spectateurs qui sont allés voir Mommy, 1 million, il gagne des prix, il est au César, c'est comme s'il était aux Oscars, il gagne meilleur réalisateur avec des films qui sont dans une langue vernaculaire, un joual québécois. Là, Steve, ça fait 24 heures que t'es revenu, que le mets c'est pogné à grandeur, il va falloir que tu te ramasses, OK? Faut-tu me tenir la graine de que je puisse aussi? Je vais t'en parler, mais que tu vises direct. Il met pas de gants blancs, il n'a pas adapté son accent, et ses films sont authentiquement québécois, il y tient. Puis ça, je trouve que c'est une véritable audace aussi d'avoir commencé sa carrière comme ça, de ne pas avoir fait de concessions. Beaucoup d'autres ont fait des concessions à d'autres époques et se sont un peu moulés à la masse. Lui est resté singulier dans sa langue. Puis je pense qu'aujourd'hui, si vous arrivez dans un café parisien, puis peut-être qu'on ne vous parle pas d'emblée en anglais, c'est beaucoup grâce à Xavier. Maintenant, on parle dans la rue, puis les gens nous reconnaissent instantanément en disant « Vous êtes Québécois ». Le cinéma, il est pour quelque chose, bien quand sûr, même. Bien sûr. C'est Xavier ou... Alors, c'est vrai que ça a changé, mais il est vrai aussi que, par exemple, quand Mommy est sorti en France, Mommy a été un énorme succès. Il y a eu 1 300 000 Français qui sont allés voir le film. Mais moi, j'ai rien contre le fait de mettre quelques sous-titres sur des expressions qui sont pas forcément compréhensibles pour les Français. Du moment que le film reste dans son... Je déteste le doublage. Et je trouve que c'est terrible d'avoir une version doublée. Je trouve qu'il y a une énergie, il y a quelque chose de très particulier dans la façon de parler. Et je pense qu'on ne s'engueule pas en français de France que comme en québécois. Creuser un trou dans une dune, sans terre, sans eau, sans rien, tabarnak. Mais au moins, je suis débarrassé de toi. T'appellerais ta mère avant d'agoniser. Je pense que l'élément de la langue est à dépasser. Par contre, l'élément culture est important et il y a des choses à dire avec un point de vue culturel québécois. Et là, à ce moment-là, même si c'est dit dans différentes langues, même si c'est dit avec des langues autochtones, on s'en fiche. On a un truc à dire, on le dit, et si vous le dites de façon suffisamment intelligente, le public, il aura envie de rester. Est-ce que tu crois que via le cinéma québécois, on a pu peut-être changer le rapport que les Français avaient avec notre langue, avec notre accent à nous? Bien, ça a changé assurément, parce qu'il y a 10 ans, quand on a fait Les Amours imaginaires, on avait vraiment... ils avaient besoin de sous-titres. Puis aujourd'hui, par exemple, mes distributeurs français, ils veulent pas mettre de sous-titres
sur mon film en France, en salle. Donc, tu pourrais dire qu'on est vraiment dans une belle période d'ébullition au Québec? Bien, je pense que depuis 10 ans, oui, puis avec Xavier Dolan qui a ouvert quand même une porte. Tu sais, je me souviens que les Cahiers du cinéma, il y a à peu près 7-8 ans, ont fait en fait, on fait la couverture de leur magazine en disant la nouvelle vague du cinéma québécois. Ils parlaient vraiment de ça, ils sentaient qu'il y avait une ébullition dans le cinéma. Puis oui, je pense que depuis 10 ans, il y a un réel... je le sens vraiment dans la part de mes collègues cinéastes. Il y a une réelle volonté de faire un cinéma ambitieux, un cinéma qui parle de l'intime, mais qui est universel aussi, puis avec des propositions assez fortes visuellement. Je pense que notre cinéma se distingue par la force de ses personnalités très, très fortes. C'est comme le Michel Tremblay en nous, l'amour qu'on a, comme dans le cas de Xavier, l'amour qu'il y a pour les femmes québécoises. Je pense que c'est quelque chose qui fait en sorte que notre cinéma est très distinct. Pas une sous-imitation du cinéma américain, ni une imitation du cinéma français, mais on a vraiment comme trouvé notre niche qui est peut-être un mélange des deux, mais insufflé avec ce qu'il y a vraiment d'authentique au Québec. Fait que je pense qu'on a comme trouvé notre place ici. Moi, je suis québécois, puis j'ai mes idées en québécois, je pense en québécois, je rêve en québécois, je suis québécois. Aussi, la place que j'ai ici au Festival de Cannes, je l'ai eue à cause de ça. Je le sais que je l'ai eue à cause de cette identité-là. C'est mon identité québécoise, puis le fait que je parle de notre culture, qui est une contre-culture, on est une culture de survivants quand même. C'est ça, je pense, que j'ai à offrir, moi. Je sais pas quoi d'autre, tu sais. C'est ça qui détermine tous les aspects de ma personnalité. C'est ça qui détermine les femmes dans mes films, leur caractère, leur tempérament. Ce que j'ai à dire est québécois. Ma vie est au Québec, ma famille est au Québec, mes amis sont au Québec. Je reste là, je m'en vais pas. Moi, j'ai l'impression que à l'international, le cinéma québécois est perçu comme ce cinéma ingénieux, un peu un ovni en Amérique du Nord, donc avec une sensibilité nord-américaine, avec une langue qu'on considère européenne, avec cette espèce de culture qui est bi. Je veux dire, on est à la fois... On est bi, on est à la fois chez les Européens, chez les Américains. On est sans doute beaucoup plus nord-américain, mais avec cette sensibilité européenne. Puis je pense que ça plaît dans les festivals internationaux parce qu'on se demande c'est qui ces gens-là. Et je pense que ce cinéma audacieux et ingénieux, ce serait probablement la marque de commerce du cinéma québécois. Ce qui séduit les Français avec le cinéma québécois, c'est d'abord la fantaisie et l'humour, parce qu'il y a vraiment un humour québécois. Oui, ce que je dis, c'est qu'on peut dire des choses... Crazy, par exemple, c'était toute une histoire, mais c'était formidable. C'était à la fin une histoire de famille, avec un point de vue esthétique incroyable, la musique. De reste, Crazy est un des derniers gros succès. Je veux voir. Il ne faut pas perdre l'humour. Hein. C'était quand même dire des choses graves avec un ton québécois et qui était universel. Dans la masse des festivals qui existent, dans la masse des rendez-vous qui existent, vous trouvez toujours un Québécois. C'est pas le cas de beaucoup de pays. Vous prenez des pays beaucoup plus installés, type l'Espagne, type l'Italie, type l'Allemagne. Parfois, il faut un peu les chercher. Parfois, ils sont pas là. Les Québécois, il y en a toujours un quelque part. J'allais dire, il y a même trop de talent par rapport à la petitesse du territoire et par rapport aux possibilités financières. Mais c'est génial. Et ça, c'est ici qu'on le voit et qu'on s'en rend compte chaque année. Roger, quand même, c'est étonnant de savoir qu'on est au Québec, qu'on a des budgets de production qui sont moindres et qu'on est capable de compétitionner dans un festival comme Cannes. C'est assez incroyable parce qu'ici, on peut dire, c'est comme dans la course automobile, la Formule 1. Nous, on n'a pas des bolides de Formule 1, puis on est dans la même course et des fois, on gagne. Moi, je dis toujours, on surperforme tout en étant sous-financé. Et on le fait encore. Ce sont 2 films québécois qui représentent le Canada à Cannes. C'est un film québécois qui représentait le Canada au Festival de Berlin. On avait 2 courts-métrages québécois en compétition aux Oscars. C'est un film québécois qui a remporté le meilleur film canadien. Moi, je pense qu'il faut reconnaître la valeur de cette industrie-là et de lui donner les moyens.
sais, le Québec, c'est un endroit qui est complexe aussi. La conversation sur les artistes, sur comment on vit, comment on finance nos films, comment on parle du Québec à l'étranger, comment on vit cette conversation-là sur le financement de la culture est tellement fragile. Puis j'entendais déjà les détracteurs habituels dire qu'on était allé se pavaner à Cannes, manger des crevettes pour rien. On peut manger une crise de crevettes en passant, hein, tu sais, il n'y en a pas. Je vois à quel point les médias suivent quand il y a un prix obtenu par un film ou par une production québécoise quelque part. C'est super relayé, c'est important, mais c'est aussi la conséquence de tout ce qui a été fait avant. Et donc, entre autres, de l'argent public qui a été investi là-dedans. Donc, faut savoir ce qu'on veut. Soit on se dit, ah bah alors c'est beaucoup d'argent dépensé, ça pourrait être allé ailleurs. Mais alors derrière, il ne faudra pas être surpris de se dire que l'identité nationale, elle disparaît. Parce qu'aujourd'hui, l'identité nationale du Québec, comme celle d'autres pays, par où et par comment on l'a fait passer, par l'audiovisuel, par le cinéma, par la VR, par tout ça, où vous existez comme ça. Évidemment, quand on a moins de moyens, il faut faire avec ce qu'on a. On se débrouille. Je pense que des fois aussi, on atteint une certaine limite, autant en télévision qu'en cinéma, de ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a sans que ça paraisse. C'est-à-dire, bon, est-ce qu'on a une shot de gens dans une voiture où on les voit toujours juste claquer la porte parce qu'ils viennent de sortir puis ils n'ont pas eu besoin de bouger le char? On remarque ça. Oui, ça nous rend plus créatifs. On est obligé d'être ingénieux. Puis je pense que ça, c'est une marque de commerce du cinéma québécois. C'est les films d'auteur. Il ne faudrait pas essayer au Canada de faire autre chose parce que de faire Rambo au Parc du Mont-Tremblant contre les Américains, on n'a pas les moyens. Quand on fait du cinéma avec des bouts de ficelle, ce qui est vraiment le cas au Québec, ben c'est sûr que c'est formidable de penser qu'on peut compétitionner, entre guillemets, hein, parce que c'est pas une compétition, c'est une rencontre entre des cinéastes, mais que, par exemple, Xavier Dolan soit à la rencontre de Tarantino, qui a probablement un budget, je veux dire, 800 fois plus large que celui qu'il a pour faire son film. Tu sais, en cinéma, il y a un principe, c'est que tu aies 2 millions ou que tu en aies 60 milliards, là, tu vas dépasser ton budget. Ça fait partie du principe du cinéma. Moi, je l'ai bien dépassé aussi. J'ai payé de ma poche. J'ai financé aussi une partie de mon film, mais voilà, ça fait partie du jeu de la passion. Je pense qu'il n'y a aucun problème au niveau de la créativité, il n'y a aucun problème au niveau des histoires racontées. Après, derrière, on se retrouve face à une réalité financière qui est contrainte, qui est compliquée, qui se réduit, face, en plus de ça, à des mastodontes, type les plateformes, type Netflix, ou des puissants comme les studios, qui, eux, ont une somme d'un... Et le public va forcément vous comparer à ce qu'offre à n'importe quel studio américain ou n'importe quelle grande nation européenne. Ben oui, parce qu'on est en compétition cette année. Xavier Dolan est en compétition contre Quentin Tarantino. Voilà, donc je pense que quand le festival décide de les mettre tous les deux face à face en compétition officielle, c'est qu'on estime que les deux font partie de la même catégorie. Voilà, alors après, est-ce que la règle, c'est d'avoir des budgets absolument colossaux? On dit que de la contrainte vient le talent. Ouais, sauf que trop de contraintes, à un moment aussi, ça a un résultat et que c'est pas forcément bon. Si je fais un film de 6 millions, moi je dépense 6 millions dans la société. Je loue des camions, je loue des voitures, j'achète du bois pour construire des décors, j'achète du linge dans les magasins, des costumes, on va manger dans des restaurants, on achète des billets d'avion, on fait travailler du monde. Je dirais que c'est la seule industrie où $1 investi en rapporte 2 à la société. On est encore vu comme des gens qui commandent de l'argent, on est encore vu toujours comme... mais le cinéma, je dirais, est peut-être l'art le plus vivant qui s'exporte et qui communique massivement comparativement aux autres. La femme de mon frère, Monia Chapri. Les coups de cœur, ça me touche énormément parce que je sais que c'est que vous m'aimez vraiment. Il y a quelque chose qui vient de là. Est-ce que vous voyez l'impact direct sur les revenus et les recettes d'un film en France quand le film est présenté à Cannes? Ben, je sais pas parce que ça va être la première fois avec Monia, en tout cas, que je vais avoir un film qui est sélectionné à Cannes d'une cinéaste qui n'est pas déjà connue en France comme réalisatrice. Puis c'est sûr aussi que si un film est célébré à Cannes ou si on fait partie des films qui ont été... Ah, ça c'est drôle, c'est c'est Nathanaël
distribue les films de Xavier et de Monia en France. Elle me demande justement si un film à Cannes, ça amène de l'argent au box-office français. Ça dépend. Normalement, oui. Normalement, oui. Bon, ben, Normalement, voilà. oui. On a une réponse. Mais Donc, Nathanaël Carmis de MK2. Mais le jeu vaut la chandelle, c'est-à-dire que ça vaut... C'est une visibilité aussi dans le monde en entier. Tu sais, Xavier, son film, quand il est sélectionné à Cannes, il est vendu, là. Oui, c'est bon pour le Québec, c'est bon pour l'industrie, parce que nous, quand on fait des ventes, quand le film marche en salle, ben, en fait, avec les films de Xavier jusqu'à maintenant, j'ai remis pas mal d'argent à la Sodec et à Téléfilm. Là. Ce qui est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est des investissements qu'ils font. Et nous, on dépense l'argent au Québec, on la met dans l'économie. Puis après ça, ben, quand on récupère, on la redonne aux investisseurs. On voit tout le déploiement qu'il y a ici, entre autres de la Sodec. Et forcément, quand il y a un artiste qui vient, qui arrive à se repérer et que vous avez tout un organisme qui accompagne, qui met en relation et autres, ça s'appelle du réseautage. Et le réseautage, ben, forcément, ça a des conséquences bénéfiques quand derrière, vous avez un artistique qui tient la route. Bon, mais bonjour, je vous demande d'applaudir Xavier Dolan, réalisateur, interprète, producteur de cinéma. Xavier est venu me voir dans un studio de doublage. Je faisais du doublage. Et il est venu me voir en tremblant avec un scénario dans les mains. Il avait 16 ans à ce moment-là. Il avait 16 ans quand même. C'était mon fils. Je suis arrivé ici, j'étais très jeune, puis je pense que le festival m'a vu grandir, changer, puis éventuellement me couper les cheveux, là, parce qu'au début, ça c'est que c'était de la merde, là. J'ai revu des photos dernièrement, puis Chris, qu'est-ce qui se passait dans ma tête? IMDb, c'est pas ça? Non, mais tu sais, c'est... En tout cas. Mais, tu sais, moi, prétentieusement, j'avais dit aux gens, OK, on fait ce film-là, puis vous allez voir, on va aller à Cannes. Puis ils faisaient comme, OK. Il est humble, c'est cool. Il va aller loin, ça va être intéressant. Et t'en rêvais de Cannes? J'en rêvais, je voulais y aller, mais je disais, vous comprenez pas, il faut absolument que j'y aille, sinon je vais mourir, je veux qu'on aille là, c'est la célébration des films, c'est les cinéastes, je le disais à mes amis, je le disais à Anne, puis personne ne voulait briser mes rêves, mais tu sais, ils disaient que ces objectifs-là manquaient peut-être un peu de modestie, puis on est venu ici, donc, à un moment donné, on était dans la chambre d'hôtel avec Anne, puis j'ai dit, écoute, j'ai parlé d'un prochain film, j'ai dit, je vais faire ça, puis je vais demander à telle actrice, puis j'espère qu'elle va dire oui, puis j'ai dit, mais en tout cas, peut-être que tu doutes de moi, puis elle dit non. Elle dit, je doute plus de toi. Yes, we can. Yes, we can. Because we can. Mommy by Xavier Dolan. Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et puisse, je l'espère, ce prix en être la preuve la plus rayonnante. Pardon. Ça m'a confirmé que dans cette visualisation-là, des trucs les plus fous, puis les plus même loufoques des fois, quand on y croit, puis quand tu le vois, puis que tu marches vers ça, puis que tu es déterminé à ce que ça se concrétise, ben ça arrive. On est sorti vraiment exalté et à l'unanimité. I think he's a genius, you know. Qu'est-ce qui est venu te chercher le plus dans ces 12 minutes-là? De me retourner puis de voir ma mère et mon père. Je veux juste te féliciter. Xavier Dolan, je l'avais côtoyé comme adolescent qui venait dans les projections de presse puis qui s'annonçait comme un scénariste. Puis on trouvait ça sympathique, mais drôle aussi en même temps. Puis là, du jour au lendemain, il est sélectionné à Cannes. Et j'ai vu le regard des gens changer dans la rue. Moi qui l'ai accompagné du début à la fin du festival, des madames qui l'arrêtaient dans la rue ici, sur la Croisette, puis qui lui disaient « J'ai adoré votre film, je m'identifie complètement à ça ». C'est vraiment l'élan de Xavier Dolan. Puis après, il y a toujours eu quelques Québécois à gauche et à droite, mais en compétition, là, 3 fois en compétition, des prix au palmarès, ça change la donne. D'hier à aujourd'hui, quand je repense au moment où on est débarqué sur la Croisette, par exemple, avec Anne Dorval, à l'époque de J'ai tué ma mère, on était empreint d'une naïveté, puis il y avait quelque chose de vierge, évidemment, dans notre façon de regarder le festival, de vivre le festival. On n'en connaissait rien, puis
on découvrait tout à coup cette atmosphère dichotomique, chaotique, d'amalgame de cinéma, mais aussi de stars, et puis je regarde aujourd'hui les 10 ans en fait qui ont passé depuis avec des passages au festival avec certains des films que j'ai réalisés. Puis ça a été donc riche, émotivement, psychologiquement, intellectuellement, artistiquement. Ça m'a transformé. À chaque film, on fait des nouvelles erreurs, on apprend, on essaie de pas les répéter. On en fait d'autres, des nouvelles. Toi, comme cinéaste, est-ce que tu l'as vu évoluer? Définitivement. C'est drôle parce que Xavier, il garde toujours des éléments qu'il développe de film en film, des nouvelles idées qu'il adopte puis qui transpose dans d'autres films. On le reconnaît donc, mais je l'ai vu formellement évoluer. Ne serait-ce que par la valeur des plans. T'sais. Depuis que je l'ai connu, on est parti de là, on est allé jusque là, puis là, on vient de réouvrir. Là, mais il y a plein de choses qui ont évolué, et particulièrement dans le dernier film. Là, il offre un film, je pense, c'est vraiment une nouvelle étape dans sa vie. Il y a 30 ans. C'est un film qu'il a fait avec ses amis qui jouent dans le film. C'est un film qui est vraiment à propos d'eux. Puis il y a vraiment une sincérité très simple, très belle, très franche et très fier. Il est vraiment fier du film. J'ai-tu bien entendu, moi, là? Benjamin Charest? Non, c'est ça, Omar Sharif, le comédien décédé. Ouais. Tous les Français aiment Omar Sharif. Bah, comme de raison, il était pas foutu de se pointer le bout du nez ce soir, lui, hein, pas de danger. Je pense que le festival va toujours avoir une place pour lui. Peut-être pas nécessairement en compétition officielle. Je pense que Xavier, c'est presque une icône en France, puis ici au festival en particulier. C'est le festival qui l'a vraiment propulsé sur la scène mondiale. Puis je pense qu'ils sont quand même très, très fidèles à ce qu'il fait. Pas nécessairement pour avoir des films en compétition à chaque année, mais je pense vraiment qu'il est bienvenu ici. C'est compliqué de faire des films au Québec. C'est compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de sous. Puis les sous qu'on a, il y a beaucoup de monde qui veulent faire des films. Et lui, il a quand même réussi à brasser tout ça. Puis c'est quand même assez phénoménal, tu sais. Et c'est une star énorme, Xavier Dolan, en France. C'est une grande star, tu sais. C'est probablement plus que chez nous, tu sais. Voilà donc Xavier Dolan et toute l'équipe de Mathias et Maxime. Il est vraiment devenu une star. C'est ça qui est étonnant quand on a vu son parcours. Là, ici, moi, je me souviens quelques fois sortir pour le palmarès, tout près d'ici, des parties en haut ici de l'hôtel, puis des paparazzis qui l'attendent. Je suis dans une auto avec lui, je sors, je me recule. Je veux pas être dans vos photos dans Gala ou dans VSD. C'est ça, là. Pourquoi tu penses que Xavier Dolan a autant fonctionné en France? Bien, évidemment, il y a son talent, il y a son exubérance, il y a le personnage, mais il y a aussi, et je crois, moi j'ai fait des études en France, j'ai été stagiaire dans des journaux en France, et il y a encore aujourd'hui une hiérarchie très lourde en France. Et puis que ce garçon-là arrive à 20 ans, fasse un film présenté à la quinzaine des réalisateurs, soit acclamé, je pense que ça a décomplexé aussi les Français qui se sont dit « Ah, c'est possible d'avoir ces ambitions-là à 20 ans ». Je pense que chez nous, évidemment, il est aussi vu comme un jeune prodige, il l'était. Il est précoce et tout ça, mais en France, c'est encore plus un phénomène, je pense, de voir quelqu'un qui, à 30 ans, a été sélectionné 3 fois en compétition officielle, a été 2 fois au palmarès, a gagné un César de la meilleure réalisation à 27 ans. Pour eux, ça relève du phénomène. Je dirais que Xavier Dolan est arrivé au bon moment, et en plus, en sachant maîtriser aujourd'hui ce qui était à la fois un univers cinématographique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît le cinéma, qui aime le cinéma, qui a des références, mais en même temps qui sait transmettre. Le public qui vient dans les salles en France pour le cinéma d'auteur, c'est souvent des 50, 60 ans. Lui, il amène des 25, des 30, qui viennent peut-être pas forcément avoir l'habitude de ces films-là, mais il a un univers, il sait le partager, et en plus, il y a cet alignement des étoiles qui appartient à peu de gens, c'est-à-dire que voilà, il sait attirer le regard des autres, et c'est pour ça que il n'y a pas de secret. Et pourquoi est-ce qu'on l'invite sur des plateaux télé? Pourquoi est-ce qu'on a envie de le faire en entrevue? Parce qu'on sait que quand, en tant que journaliste, et le spectateur qui sera derrière, il aura quelque chose, il aura de la matière à se nourrir. Il a, comme disent les Anglais, il y aura de la nourriture pour le cerveau. Ben, c'est ça. Et ça, c'est un grand plus. Donc, sa personnalité est presque aussi forte que son cinéma. Et les deux, ça donne une combinaison létale, comme diraient les autres. Moi, j'étais dans la salle hier soir pour son film. C'est une rockstar.
c'est vraiment quelqu'un, les gens l'adulent, là, l'admirent, l'aiment, puis il a contribué énormément à l'amour que les Français portent maintenant aussi au Québec. Puis alors, parce que son cinéma est un cinéma libre, c'est un cinéma puis tout à fait québécois, là, où on présente des valeurs de liberté, de tolérance. C'est important la contribution qu'il a faite sur le rayonnement culturel québécois. C'est majeur. C'est pas comme un truc où... je ne sais pas si les gens se rendent compte au Québec à quel point c'est hyper important. Puis après ça, il y a aussi tout le showbiz québécois qui s'exporte en France, là, le Garou, je sais pas quoi. Là, donc ça aide aussi Véronique Dicard. Donc j'imagine que ça aide aussi Mesmer. Il les a hypnotisés. La magie des stars. Mesmer les a hypnotisés avec son québécois. Comment Cannes a pu avoir une incidence dans la carrière de certains acteurs ou actrices québécois? C'est très clair si on prend le cas de trois typologies de comédiennes. Je pense que Carole Laure, que Anne Dorval, que Suzanne Clément, que Marie-Josée Croze, qui n'auraient jamais fait la carrière française et internationale si leur film n'avait pas été primé à Cannes. C'est un tel écrin, c'est une telle caisse de résonance, c'est un tel accélérateur de particules, j'allais dire, que aujourd'hui, je pense que récemment, si on voit la carrière de Anne Dorval, la carrière de Suzanne Clément, qui travaille maintenant très régulièrement en France, sur lequel on construit des projets. Aujourd'hui, Suzanne Clément est quelqu'un sur lequel on construit un projet en France. Clairement, il y a eu un avant et un après, et un après Momie. Je n'ose pas imaginer le nombre d'agents qui jouaient des violons au bas de l'hôtel d'Anne et de Suzanne et qui voulaient travailler avec elle. C'est ça qui est génial ici. Dominique, vous avez été agent. On vous connaît parce que vous avez, évidemment, vous nous avez amené au Québec la série Appelez mon agent, qui s'appelle 10% en France, mais vous avez vraiment une longue expérience d'agent. Est-ce qu'un acteur québécois a le potentiel de bien se déployer en France? Bien sûr, parce que des fois l'accent peut appuyer, mais il suffit de quelques cours et ça... On regardait quand même Marie-Josée Croze, elle fait une carrière en France, hein. Presque plus. Marie-Josée Croze, elle travaille tout le temps en France. Marie, s'il vous plaît! Marie, viens voir! Moi, j'adore que la petite Marie-Pierre Morin vienne en France. Je vais trouver un agent. Elle va être dans le jury d'Angoulême parce qu'en plus, elle a une beauté exceptionnelle. Elle est bonne actrice. Elle peut faire une carrière en France. Il y a Evelyne Brochu, que je trouvais une très, très bonne actrice. C'est votre petite amie qui va vous accompagner après l'intervention? Non. Non. Oui. Je suis son frère. Non, je suis sa sœur. Elle serait dans un jury à Cannes, ça serait très bien pour elle. Ça serait une rampe de lancement. Voilà, il faut être vu, voilà. Bien que les Québécois, ils n'aiment pas trop, hein. Ils aiment bien qu'on vienne passer quelques temps, mais s'installer, après, ils le vivent mal. Je connais bien les Québécois. Faire une carrière d'actrice en Europe, est-ce que ça prend un agent incroyable? Est-ce que l'agent est la clé du travail? Les agents, là, ça trouve pas de job. Non? On va finir là, cette histoire-là. Un agent, ça trouve pas de job. Même en France? Même en France. Appelez mon agent, donc c'est plus ou moins vrai? C'est sûr que moi, j'ai eu il y a des choses qui se sont passées à cause de... Tu sais, par exemple, mon premier film qui était Gare du Nord, je l'ai eu parce qu'elle m'avait vu dans Les Amours imaginaires, Claire Simon, mais quand elle qui les verrait, elle m'a proposé le film parce qu'elle m'avait vu dans le film de Claire Simon. J'ai une enquête pour la RATP, c'est une dizaine de questions à vous poser simplement. Je fais ma thèse ici. C'est quoi votre sujet de thèse? C'est la gare. Puis oui, puis c'est des rencontres aussi, parce qu'évidemment, il y a les films qu'on présente, mais il y a aussi tous les cinéastes qu'on rencontre ici, comme acteurs, tous les démarchages, un peu de réseautage aussi qui se fait, puis d'être assis à la table de Jim Jarmusch, puis de lui parler, puis de, tu sais, à un moment donné, c'est ça aussi, c'est comme ça que ça crée des carrières, c'est par des rencontres, tu sais. Qu'est-ce que ça prend à un acteur québécois pour réussir en France? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut déjà qu'on l'ait vu dans un film qui a marché. Ou alors, voilà, il faut qu'il soit, par exemple, le petit Grondin, il a quand même beaucoup travaillé en France parce qu'il a fait un succès avec Crézy et tout le monde le voulait. Le jeune Alexandre Landry, qu'on vient de voir dans le film de Denis Arcand, je sais qu'il a des propositions en France, voilà. Mais il faut quand même, c'est comme quand un acteur français, moi j'étais l'agent de Sophie Marceau, combien de fois on lui a demandé d'aller aux États-Unis faire carrière? Si on ne s'installe pas aux États-Unis, on ne fait pas carrière. Moi, j'ai comme pris le pari de rester au Québec pour plein de raisons, parce que j'aime aussi vivre au Québec, mais ça fait que je dois beaucoup aller en France aussi. Comme Suzanne Clément, elle a fait le passage, maintenant elle vit en France.
Ça dépend de ce que tu veux faire. Moi, je veux continuer de travailler au Québec. En fait, il y a peut-être même plus de cinéastes québécois avec qui j'ai envie de travailler que de cinéastes français en ce moment. C'est que je trouve intéressant. Fait que je voudrais pas abandonner ça parce que ce serait niaiseux. Je pense vraiment qu'il y a des super cinéastes et des super projets à faire au Québec. Mais sauf que moi, j'ai décidé de m'exporter, entre guillemets, pas parce que je tripe tellement sur la France ou parce que je veux donc bien devenir une actrice internationale. C'est juste parce que je veux exercer mon métier d'actrice de cinéma aussi. Ça a été comme laborieux, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai vraiment une... Tu sais, comme dans le cinéma français, j'ai vraiment l'impression que j'ai une place, puis tu sais, j'ai un vrai réseau, les gens me connaissent, puis dans le cinéma québécois aussi. Puis là, je pense que ça s'est fait doucement, la distinction, tu sais. Mais c'est beaucoup de temps, c'est sûr, c'est beaucoup de temps. Ici, l'industrie du cinéma et les médias aussi peuvent voir mon travail. Et c'est toujours après le festival que je reçois des offres des agents français ou des agents américains même ou ailleurs qui s'intéressent à mon travail, ou j'ai toujours une espèce de panoplie d'offres de travail dans l'année qui suit grâce à Cannes, parce que les gens voient ces films ici. Donc, effectivement, ça amène beaucoup d'offres de travail. Moi, j'accepte pas ces offres-là beaucoup pour l'instant parce que je veux rester à Montréal. J'ai des enfants, puis je veux rester à Montréal. Donc, je ne veux pas travailler à l'étranger pour l'instant. Mais dans à peu près 5-6 ans, je vais commencer à plus en profiter, disons. Fait que là, tu accumules des cartes d'affaires? Oui. Non, mais je suis vraiment pas pressé, là, mais quand mon plus jeune va avoir 19 ans, je pense que je vais commencer à ouvrir, à accepter un peu plus des offres qu'on me propose. Tu sais, tu rencontres des acteurs, des réalisateurs, des producteurs. Puis moi, ça part de là, mon travail de productrice, c'est que je rencontre des talents, je découvre leurs œuvres, je les rencontre comme individus après, je vois s'il y a une connexion, une chimie. Puis après, le travail de coproduction ou de rencontre des coproducteurs, ça se fait tout le reste de l'année. Je reçois des mails, je suis sollicitée à tout moment de l'année. Les gens viennent ici par curiosité des autres, par curiosité des films, par curiosité des artistes. Ils viennent ici trouver quelque chose, chercher quelque chose. Puis ils le trouvent, forcément, ils vont le trouver, que ce soit dans un film de quelque compétition qu'il soit, ou des organisations parallèles, ou des... C'est le festival, la manifestation qui rassemble les talents dits les plus excitants du cinéma dans tous les domaines, que ce soit dans la photo, dans l'interprétation, Fait que oui, c'est un accélérateur. C'est une vitrine, c'est une chance, une opportunité. Jusqu'à quel point Cannes peut être un accélérateur de carrière? Tout l'univers cinéma, tous les médias sont tournés vers Cannes. Donc, c'est sûr que quand on est en sélection officielle, quand c'est son premier film, ben, les gens ils disent « Ah, ben soudainement, il y a peut-être quelque chose qui se passe avec cette jeune personne-là qui fait du cinéma. Il y a peut-être une proposition intéressante. » Ça fait partie des... puis c'est le plus gros marché, un des plus gros marchés de cinéma au monde. C'est ça aussi, Cannes. Si c'est un gros festival, c'est aussi parce que c'est un marché de cinéma. T'sais. Donc, il y a énormément de ventes à l'international qui se font ici. Donc, évidemment, ça permet d'avoir... Moi, j'ai eu de la presse comme j'en aurais jamais eu si mon film était allé nulle part, c'est sûr. Il n'y a personne qui se serait intéressé à mon film si je n'étais pas allé en festival, particulièrement au Festival de Cannes, t'sais. Les Lauzon, les Arcans, les Forciers ont pavé la route à des Xavier Dolan qui aujourd'hui, et Monia, puis tous ces jeunes-là, puis les Catherine Terrien, tous ceux qui essaient de faire la nouvelle génération qui pousse en arrière, puis malgré les institutions, finiront par faire le film qu'ils veulent faire, puis tant mieux, tu sais, plus il y en a, c'est ça, mais la difficulté, ce sera de se démarquer du lot, de faire le film qui fait que tu fais « Ah, OK ». Il y a là de la graine de cinéaste. Le Québec aura assurément laissé sa trace au Festival de Cannes, que ce soit en compétition officielle ou dans les sections parallèles. On peut être fier des cinéastes québécois qui ont accédé à un des plus grands berceaux du cinéma mondial. Notre cinéma, il est vivant et il voyage partout à travers le monde. Yes, we can!
Ya, profe, ya terminé. Ok. Alors, le québécois, le français du Québec, qu'est-ce qu'il t'a paru? ¿Qué te pareció? Está bueno, diferencia en algunas palabras la pronunciación. Surtout Yo l'accent, lo non? tomo como... Ils ont un accent anglais, comme par exemple, et quand Ajá, ils parlent, es lo que iba a decir. ils parlent comme ça. De Francia fuera como el inglés americano y Ouais, voilà. el francés de Québec, como Voilà. Parce qu'en fait, en Londres. France, la langue a évolutionné. Parce que il s'est passé la même chose qui s'est passé au Mexique avec l'espagnol. En Espagne, la langue est restée isolée. En Europe, il y a seulement l'Espagne qui parle français. Mais au Mexique, l'espagnol a été enrichi parce que c'est pas seulement le Mexique qui parle espagnol. On a des vocables argentins, de l'espagnol de Chili, de Venezuela, Belize, tous les pays de l'Amérique latine. Donc, l'espagnol a évolutionné. Dans le cas du français, en France, le français a été enrichi parce qu'il y a le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Belgique, la Suisse, plusieurs pays qui ont fait ces apportations, donc le français a évolutionné. Mais le français de Québec, ici on a Québec, et tout autour, il n'y a rien. Il n'y a personne qui parle français. Donc, son français, il est resté plus primitif, quedó en un estadio más primitivo, como el español de España. Sí. Donc, l'accent, il est bizarre parce il parle comme ça. Ils sont l'accent anglais, tienen el acento inglés porque à Québec et Montréal, tout le monde parle anglais et français. Ambos. Ah, y el inglés que hablan es ¿cómo se llama? De Reino Unido. Oui, más viejito. Tout est vieux. Todo es viejo. Donc, il parle comme ça et en plus, quand il parle de cette façon, hacen tan, 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 tan. Siempre. Es el tono que tienen. Tan, 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 tan. El último es como si hicieran una burbujita de aire. Tan. Que enchocas la boca. Tan. Pendant que le français, à la fin, il est nasal. La mayor parte del tiempo, el francés es lineal, va así, y nasal. Quand on parle en français, il fait ça, 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 ça. Mais en français de Canada, es en Canada, como si siempre estuvieran haciendo una pregunta. Ah, ya. Ça, c'est le français québécois. Donc, voilà. En français, qu'est-ce que tu as compris à propos de la participation du cinéaste québécois dans le Festival de Cannes? Oui, bueno, el Festival de Cannes et le Festival de cinéma plus populaire en Canada. En plus de, ¿cómo se dice? Dime, 70 ans, 70, ¿no? Ah, 70 ans, oui. 70 ans. ¿Desde hace 70 años o desde los años 70? Desde hace de más de 70 años. Ah, ok. De plus de 70 ans. De plus de 70 ans. Oui. Ce festival adopté des changements du cinéma. Par exemple, le directeur Javier Dolan s'est adapté à les nouvelles générations, les plus nouveaux
par exemple, entre les ans de 20 a 30 ans. Ah, ok. Les âges, las edades, no los años, las edades. Ah, ok. Les âges de 20 ans jusqu'à, par exemple. Ok. De 20 ans jusqu'à 30 ans. Ok. Et aussi, il a été créé, ¿cómo se llama? Cet festival a été créé après la Seconde Guerre mondiale. Oui. Après hay dos modos de decir dos en francés. Bueno, de hecho hay varios. Está dos, lo cual no se puede porque aquí estamos dando orden, no tanto contando. Y en los ordinales podemos decir segunda o bien deuxième. Cualquiera de las dos. Seconde o deuxième guerre mondiale. Oui. Ah, ok. Sí. Par exemple, dans les films, ¿cómo se llamaba? Creo que Mom. No me acuerdo, pero fue la primera bueno, la más exitosa del Javier Dolan. C'était un succès total. Les gens ont applaudi les acteurs sur le tapis rouge. Et il était bien satisfait de son résultat. Et les réalisateurs ont été confrontés à un problème qui est la zone québécoise. Et beaucoup de gens ne comprennent pas bien un film. Cependant, ils ont réussi à publier des films de cette nature. Et le public a été nombreux. A été... Okay. ¿Cómo se dice? ¿Exitoso? ¿Cómo? ¿Exitoso? ¿Cómo se dice? Es que en francés la palabra exitoso como tal no existe. Se dice tener éxito. A eu de succès. Ha tenido éxito. A eu de succès. A eu de succès. Du succès. Voilà. Okay. Le cinéma québécois a la différence contrairement au cinéma américain pour maintenir les allégations fidèles à la culture québécoise. Et cela est confirmé par les réalisateurs, par les critiques et le public eux-mêmes. Et le directeur Javier Dolan a été un bon exemple de ce cinéma et il a toujours voulu aller à Cannes et il a réussi. Et je pense que le festival de Cannes est recombien par les cinéastes, mais sur le moment, ceux qui sont les mieux critiques et ceux qui rehaussent les mieux et s'adaptent aux nouvelles générations seront présentes dans ce festival. Voilà, normalement c'est ça, l'évolution du cinéma. Pardon, excuse-moi, voilà. Donc, c'est un principe constant, une constante de l'évolution, c'est-à-dire que si on veut avoir du succès, on doit s'adapter au marché, disons d'une certaine façon. Quand on parlait de films, il disait que les gens ont resté debout en applaudissant, que se quedaron aplaudiendo de pie durante 15 minutes. Ça fait pas longtemps qu'il y a eu le festival de Cannes. Il y a eu un film mexicain qui a participé, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais il a été applaudi pendant 8 minutes. Una película mexicana del festival de Cannes, durante 8 minutos. La ovación.
Donc, c'est une plateforme unique au monde pour le cinéma culturel. Mais comme il disait, il y a un aspect que tu n'as pas mentionné en parlant d'argent, hablando de dinero. Sí, Je ne que sais no tiene pas, mucho presupuesto. voilà, ils n'ont pas beaucoup de, surtout le cinéma québécois. Il parlait d'un film qui s'appelait La biographie de... Ay, se me olvidó. Que de hecho es un cineasta francés. Ajá, Y me se me acuerdo. olvidó, pero bueno, que tuvo mucho dinero, ¿no? Para su producción, contrairement aux Ah, sí. productions canadiennes ou Ajá. québécoises. C'est vrai que le Festival de Cannes, c'est du cinéma artistique, mais de plus en plus, il y a beaucoup d'argent qui est investi par des compagnies, comme par exemple, il parlait de Netflix, qui a commencé à produire des séries françaises. Je ne sais pas si tu connais la série Lupin sur No. Netflix, non? Bon, maintenant sur Netflix, il y en a plusieurs séries qui sont produites par Netflix. Il y a aussi, par exemple, un film qui vient de sortir, Comment je suis devenu un super-héros, creo que se llama, Comment me convertí en superhéroe, filmé à Paris, mais sous les frais de Netflix, con dinero de Netflix. Entonces, Oh. donc, maintenant, il y a cette industrie américaine qui commence à se mettre sur le cinéma, pas forcément artistique, mais français plus cruel. El cinéma francés, el cinéma de arte, sí tiene esa tendencia de ser más realista, como tú lo decías, más apegado a la esencia verdadera de la cotidianidad o de la vida. Mais maintenant, il y a ce côté américain qui est en train de se mélanger. Donc, pour pas dire beaucoup plus, para no decir más, le devoir de cette semaine, la tarea de esta semana, c'est de mettre tes impressions sur la forme d'un essai, poner tus impresiones como un ensayo de al menos 120 palabras acerca de la presencia del cinema québécois en Francia. el Festival de Cannes. Ajá. Ah, ok. Sí. 120 Sí. palabras no es mucho, ya tomaste los aspectos esenciales, tal vez faltaba el del Piyuyu, ¿no? Ajá. Que era el único, pero todos los demás muy bien, buena comprensión. Vamos a practicar más la parte oral, ¿qué te parece? Bueno, la escucha y Sí. la parte oral. Sí. Me agrada bien, me agrada. Hay algunos errorcillos ahí, pero vienen más sobre todo por falta de costumbre. Ya. Sí. Pero bastante bien, me entendí lo que me quisiste decir, abordaste los puntos esenciales del documental, entonces me agradó. Bien hecho, Nir. Gracias, profe. Y pues bueno, ya es hora de que vayamos a desayunar. Sí. Ya tengo hambre. Hay cualquier cosa No, que sí, te digo, no, que tienes al ¿lleva corriente. su Perdón, lonche? no te oí, se oyó cortado. ¿Se lleva su lonche ahí a la uni? Normalmente sí, hoy por ejemplo, traje para desayunar galletitas, café, Ah, ya. y a veces traigo sándwiches. Sí. Ok. No, créeme, a las 7 de la mañana ya empieza a las 7, entonces para las 8:15 ya mi estómago está rugiendo. Sí. Sí. Sí, no. Bueno, Nico, cualquier cosa me dices, me tienes al corriente de lo de César, mándale un mensajito para ver. Ah, sí. Sí. ¿Va? Profe, gracias. Estamos bien, Nos gracias a vemos. ti. Bonito día, buen inicio de semana. Igual, profe. Nos vemos.